Salut tout le monde, moi c'est Quentin et aujourd'hui on va découvrir les groupes et les attributs sous Houdini 18. Je vais commencer dans une nouvelle scène et je vais me créer une géo vide et je vais plonger dedans. Je vais commencer avec une géométrie simple, je vais commencer avec une box. Ma box, je sais qu'elle est composée de primitives et entre ces primitives, on a des points qui ont des numéros qui la définissent dans l'espace. Afin de mieux visualiser les attributs, les groupes qu'on va créer, je vais venir séparer ma vue du scene view en deux, split pane top bottom, afin d'avoir en dessous sous inspector mon geometry spreadsheet. On peut voir par défaut qu'on a déjà deux attributs sur nos points. Le premier, ça va être forcément le numéro de notre point, qui commence toujours par 0. Et le deuxième, qui est indispensable, la position de ces points. Parce que s'ils n'ont pas une position dans l'espace, alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont absolument rien. Ces attributs, le ptnum, on peut voir que ça commence toujours par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je décidais de supprimer par exemple le point 0 avec un blast, alors il me supprime tout par défaut, mais je vais dire non, il va me supprimer les points et il va me supprimer le point 0. Bien, je vois que maintenant je n'ai plus que 7 points, mais j'ai toujours un point 0. Hop, il est là, il a disparu. Car pour Houdini, pour que tout soit bien parallèle, il a besoin de commencer toujours à 0. Et donc le numéro de points va se mettre à jour, s'actualiser au fur et à mesure qu'on change notre géométrie. On peut voir aussi que là, dans mon blast, quand j'ai supprimé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé 0 dans le paramètre groupe. Et ce faisant, c'est comme si j'avais créé un groupe incluant uniquement la face 0. Pareil, si j'ai ma boîte comme ça et que je décide d'extruder vers le haut, je peux regarder le numéro de ma face. Je vois que la face du dessus c'est la 5. Et si je mets un P extrude, je peux lui dire tu vas te faire uniquement sur la face 5. Je peux soit directement taper le numéro de la face ici, ou avec la petite flèche sur le côté, venir le sélectionner. Ça revient au même. Paf, j'ai sélectionné 5 et j'extrude, j'en suis content. Je fais des bêtises avec. Ça marche bien. Et l'avantage d'Houdini, c'est que si je reviens sur ma box et que je viens changer la taille de ma box, enfin, l'extrude se fait toujours. Parce que c'est toujours la face 5 qui a été extrudée. Mais imaginons que après avoir fait ma box, je décide de faire d'autres modifications sur ma géométrie. Par exemple, je pourrais rajouter un edge divide pour la découper en deux avec le node knife. On peut voir ce que ça va faire, c'est que ça vient rajouter un nouvel axe, là le long de l'axe Y. Si je le mets en X, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant le dessus est composé de deux faces. Et mon polyextrude ne se fait plus sur tout le dessus, car les numéros ont évolué, et vu que j'ai juste indiqué le groupe avec le numéro de la face, mon setup commence à flancher et à ne plus fonctionner. C'est là que les groupes sont utiles. Je vais revenir à ma box, et après ma box, je vais mettre un node groupe. Et ce node groupe, je vais désactiver le knife pour l'instant, je vais le dire qu'il s'appelle dessus, et je sais que à la base, le base group c'est le 5. Si je vais sur mon polyextrude, maintenant, au lieu d'indiquer que le groupe c'est ce numéro de primitive, je vais lui dire que c'est le groupe dessus. Et ça fait la même chose. Si je viens dans mon géométrie spreadsheet sous les primitives, je vais pouvoir voir qu'il y a un nouveau truc qui s'est ajouté, un nouvel attribut, qui est un booléen, qui est soit égal à 0, soit égal à 1. Et quand il est égal à 1, ça veut dire qu'il fait partie du groupe dessus. Ma face 5 est égale à 1, elle est dans le groupe. Si je clique avec la molette sur mon node, je peux aussi le voir d'une autre manière. Je peux aussi cliquer sur le i pour node info, et je peux voir que maintenant
j'ai un autre attribut qui est sous les primitive group. J'ai un groupe qui s'appelle dessus et il n'y a qu'une face dedans. Et maintenant, essayons de voir ce qui se passe si je réactive mon knife. Et donc je viens diviser cette face 5 en deux. Et bien il ne s'est rien passé. La division a eu lieu. Et Houdini, qui est très intelligent, a vu que c'était la phase 5 qu'on divisait en deux, et que la phase 5 faisant partie du groupe dessus, il a inclus donc la phase 5 et la phase 9 dans ce groupe. On peut le voir, la 9 et la 5. Et en faisant ça, ça me permet donc de venir faire des modifications sur ma géométrie. Hop, si on fait une deuxième division, peut-être disons en Z par exemple. Paf, j'ai refait des modifications, ça fonctionne toujours. C'est la magie des groupes. Comme ça, j'ai plus à me baser juste sur le numéro de mes faces et je peux fabriquer des setups qui fonctionnent. Donc les groupes, il y a différentes manières de les créer. Le plus simple, donc c'est le groupe, c'est le node group. On peut le voir en incluant le base group. S'il n'y a rien, il va sélectionner toutes les faces. Si on lui met un numéro, il va ne sélectionner que celles qui sont indiquées. On peut aussi créer un groupe à partir d'une bounding region. Donc on vient définir une zone dans l'espace. Et toutes les faces qui sont dans cette zone font partie du groupe. Par défaut, il ne va inclure que les faces qui sont entièrement inclus dans le groupe. Par ça, j'entends dont les points composant ma primitive sont dans la bounding region. Si ma bounding region n'inclut pas tout, on peut voir qu'il ne va pas inclure la face. Si on souhaite inclure les faces qui ne sont que partiellement contenues dans ma bounding region, c'est fantastique. Il y a un bouton qu'on peut cocher et il vient le faire. On peut voir qu'il vient me sélectionner la 0, la 1, la 5, la 2 et pas la 3 et la 4 parce qu'elles sont complètement pas contenues dans ma bounding region. Si je descends sur mon poulet extrude, waouh, ça fonctionne toujours. Ça commence à faire un truc bizarre, mais ça fonctionne toujours. Zoup. Ces groupes, donc on peut les créer avec des bounding regions. On peut voir qu'il y a différentes manières de le faire. Ça peut être avec une box, ça peut être avec une sphère. On peut même utiliser un autre objet ou un volume, un VDB, mais ça, c'est uniquement pour les points et les vertex. On verra ça plus tard. Mes groupes, je peux aussi les créer avec autre chose. Je peux les créer avec un group by range. Et pour illustrer ça, ça va être plus facile de vous le montrer avec un tube node. Alors, je suis sur ma machine perso, j'ai déjà modifié certains presets. À savoir que par défaut, normalement, quand vous allez créer le tube node, vous allez sûrement avoir une primitive sans ncaps. La primitive, c'est quoi? Pour Houdini, là, c'est un seul point qui est au centre du monde, c'est le point 0, qui vient créer qu'une seule primitive qui est aussi 0, tout simplement parce que un cylindre, un cube, une sphère, il y a des moyens de l'exprimer mathématiquement et il peut réussir à le faire en n'ayant qu'un seul point. C'est pratique quand on ne veut pas avoir trop de géométrie. Mais moi, pour mon cas, j'ai besoin de géométrie. Donc je suis en polygone et parce que j'aime pas avoir des trucs percés, j'ai un caps de sélectionner. Vu que souvent quand je travaille, je préfère commencer avec une géométrie comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini que ceci, c'était mon permanent default. Ce qui fait que quand je crée un nouveau tube, tout de suite, ça va ressembler à ça. Mon tube qui est là, hop, imaginons que je veux modéliser une roue crantée. Qu'est-ce que je veux faire pour une roue crantée? Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir sélectionner une face sur deux sur le côté. Je vais créer un groupe range. Et par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sélectionner toutes les faces. Il commence à la première face, donc à 0, et il finit à la dernière, à 0. Si je souhaite lui dire ignore la face du dessus 0 et la face du dessous 1, ben je peux lui dire tu vas tout sélectionner,
Mais commence pas par la première face, saute la première face. Ignore la première primitive que tu trouves. Paf. Ce qui fait qu'il ignore 0. Si je veux qu'il ignore aussi 1, je peux lui dire ignore les deux premières. Et ce faisant, il ne sélectionne que toutes les faces après ça. Si je souhaitais lui dire de ne pas sélectionner aussi la dernière face qu'il y a, dans mon cas, ça va être la face numéro 47, je peux augmenter le end. On peut voir que, pardon, là je suis sur les points, ouais, c'est la phase 25 la dernière que j'ai. Il vient de ne pas la sélectionner. Je peux revenir sur mon tube, changer le nombre de faces, vous pouvez voir que ça fonctionne toujours. Il est toujours à ne pas me sélectionner la première, la 0 et la 1 qui sont le dessus et le dessous. Ça, les numéros restent les mêmes. Par contre, sur le côté, ça va beau augmenter, c'est toujours la dernière qu'il ne sélectionne pas. Je vais me remettre un nombre de faces pair et je vais revenir sur mon groupe range. Alors moi, ça c'était bien pour le start, je ne veux pas qu'il sélectionne la 0 et la 1. Par contre, je veux qu'il sélectionne toutes les faces sur le côté. OK. Et maintenant, de toute cette sélection, j'aimerais bien qu'il en sélectionne que une sur deux. On peut voir que les numéros, c'est pratique, ils s'enchaînent. 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien qu'il me sélectionne la 2, qu'il saute la 3, qu'il sélectionne la 4, qu'il saute la 5, qu'il sélectionne la 6, etc. On peut faire ça juste en dessous avec le range filter, où on lui dit select one out of one. Donc il en sélectionne une, puis il sélectionne la deuxième, et ainsi de suite. Si je lui dis select one out of two, et j'ai ce que je cherche, à savoir sélectionne-moi une face sur deux. Je pourrais lui dire sélectionne-moi deux faces sur 3, ça marche aussi, et ainsi de suite, suivant notre besoin. Pour moi, pour faire une roue crantée, tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il en sélectionne une sur deux. Je vais renommer ce groupe dents, pour que ce soit les dents de ma roue crantée, et je n'ai qu'à foutre un polyextrude après, qui ne s'applique que sur ce groupe que je viens de créer, dents. On peut le voir, notre groupe dents est composé de 17 faces. Et je lui dis, ce polyextrude que je vais faire, tu ne vas le faire que sur les faces incluses dans ce groupe. Et regardez, c'est magique. Ça fonctionne. Et je me retrouve avec ma roue crantée. Et une fois encore, la magie des groupes, c'est que si je les ai bien faits, et que je reviens sur ma géométrie d'input, je peux venir changer le nombre de faces. Ça fonctionne toujours. C'est bien pratique ça. Hop. Les groupes, là on les a fait sur des primitives. On peut aussi les faire sur des points. Je vais venir me créer une line. Hop. Cette line par défaut, elle est en Y positif. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que j'aimerais bien qu'elle soit centrée en Z. Je me suis créé quelques presets. Et qu'est-ce que ces presets font? C'est que suivant l'axe de ma ligne, suivant sa direction, je viens récupérer sa longueur et je la divise par 2 pour placer l'origine. L'origine, c'est la position du point 0. On peut voir là, dans mon cas, la ligne est immense, je n'ai pas besoin qu'elle soit si longue, on n'a qu'à mettre 2. Le point 0 est à la position 0, 0, moins 1. 2 divisé par moins 0,5, ça le recule de là, et ma ligne est centrée sur le centre du monde. Je peux venir augmenter les points, et imaginons que dans ce cas-là, ce que j'aimerais bien faire, c'est une sorte de câble qui pendouille, ou une guirlande, que sais-je. Et ben, c'est facile. Je peux de nouveau utiliser mon groupe range, mais cette fois-ci, il ne va pas se faire sur les primitives, parce que je suis en train de travailler sur les points, donc je vais lui dire le groupe type, c'est point. Le nom du groupe, je vais l'appeler pin, c'est comme si je faisais épingler ou punaiser en anglais. Pin it somewhere, comme ça il ne bouge pas. Et je vais lui dire, moi j'aimerais bien qu'il sélectionne le premier et le dernier point. Si je lui dis dans le range type, commence un point après le premier, finit un point avant le dernier, il vient me sélectionner tout, sauf mes extrémités. Moi j'aimerais bien que ce soit l'inverse. Je n'ai qu'à cocher invert range pour me retrouver avec ça. Pour le fun, je vais vous montrer vite fait comment on peut faire un câble dynamique.
en utilisant le solver Velum dans Houdini. Alors d'abord, il va falloir que je configure ma ligne pour dire que ça va être un Velum Hair, configure Hair. Hop. Et après ce node-là, je vais rajouter un deuxième node qui est un Velum Solver. En ayant créé notre Velum Hair, on peut voir dans mes attributs que quand j'étais sur le groupe range, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait que la position de mes points et le fait qu'ils soient ou non dans mon groupe. Et en rajoutant le Velum Constraint, le Velum Hair, qu'est-ce qu'il fait? Il vient me créer des tonnes de paramètres qui vont lui permettre de calculer dynamiquement cette corde. On peut voir qu'il vient créer des trucs comme le drag, l'inertie, la masse, etc., le p-scale. Et à partir de tous ces paramètres, qu'est-ce que fait le Velum Solver? Il vient calculer, ok, donc j'ai un poil qui est à telle position dans l'espace, il y a la gravité qui le tire dans cette direction, donc techniquement, à la prochaine frame, il va être à telle position. Si j'appuie sur play, on peut voir ce qui se passe. Hop, il se met à tomber dans l'espace. Je vais juste modifier une chose sur ce Velum Hair. Je vais lui dire, non, j'aimerais pas qu'il tombe, j'aimerais que le point 0 et le point 16, donc mes extrémités, soient fixées dans l'espace, qu'elles soient pinées. On peut faire ça sous Pin to Animation. Hop, je sélectionne mon groupe. Et si j'appuie sur play, c'est magique, ça fonctionne. Imaginons que ma ligne en fait elle était plus longue, et ce que j'aimerais faire, c'est me créer une guirlande où j'ai plus de points. Pardon. Hop, j'ai plus de points et j'aimerais bien que la ligne elle fasse des petits trucs comme ça là. Qu'elle soit accrochée tous les X points. Mais je veux qu'elle soit aussi toujours accrochée au bout aux deux extrémités. Ben, mon groupe, là, j'avais déjà créé un groupe qui fait ça. Si j'appuie sur play, vous pouvez voir, j'ai beau avoir ajouté des points, ça marche toujours. Les extrémités sont fixées dans l'espace. Maintenant, j'aimerais bien compléter ce groupe. J'ai déjà sélectionné 2 points, j'aimerais bien en sélectionner un peu plus. Je vais me créer un deuxième groupe range que je mets sous le premier. Et là, pareil, je vais dire que ça va se faire sur le groupe pin. Que le type de groupe, c'est des points. Par contre, j'ai changé un truc qu'on n'a pas fait sur le dernier, c'est le merge method. À savoir, si le groupe pin existe déjà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ignore ce qu'il y a déjà et je remplace tout? Ou peut-être est-ce que je rajoute à la sélection qui existe déjà? Peut-être que je peux soustraire à ce qui existe déjà? Ou faire l'intersection, donc ne sélectionner que les points qui sont déjà sélectionnés et qui sont sélectionnés dans mon nouveau group range. Moi là, ce qui va m'intéresser, c'est faire un union with existing. À savoir, je garde ce que j'ai sélectionné, mais en plus, je vais lui dire, viens me sélectionner un point tous les 6 points par exemple. Et il fait ça, il part de 0, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sélectionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sélectionne, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mais là, on peut voir par exemple qu'entre 36 et 39, il n'y a pas 6 points. C'est là qu'on peut voir que la sélection du premier groupe est toujours prise en compte. Si je le désélectionne, vous voyez, le 39 n'est plus sélectionné. Et avec ça, maintenant, si je regarde mon Velum Solver et que je réappuie sur play, c'est magique. Il vient bien faire pendre un petit peu mon câble entre chaque point qui est sélectionné. Ça, c'est la magie des groupes. Et un groupe, c'est quoi? Si ce n'est un attribut booléen indiquant oui ou non, tu fais partie de cette sélection. On peut créer des groupes, donc on a vu, avec des nodes qui existent. Il y en a même plein d'autres. Vous pouvez voir tout ça. Moi, je vais vous montrer une autre manière de créer les nodes avec mon node favori qui me permet de tout faire à condition que je le formule correctement. C'est le node point triangle. Hop, je secoue ça, je le crée à côté. Et ce point triangle, je vais le faire sur une grid. Hop, je crée une grid. Par défaut, elle fait 10 par 10. Elle a 10 colonnes, 10 lignes. Et je vais mettre la vue sur l'attribut triangle. Alors lui, il est différent que les autres. Hein. Tous les autres nodes, on avait plein d'options avec plein de boutons. C'était joli. On savait où cliquer.
Le point triangle, oui, tout ce qu'il me propose de faire, c'est de taper du code, taper du vex. D'ailleurs, wrangle, en anglais, c'est un peu comme lutter, batailler. Vous pouvez voir, on a le petit chapeau de cow-boy au-dessus. Vous êtes sur vos grandes plaines infinies d'Houdini. Vous êtes un cow-boy. Il y a des points avec lesquels vous voulez travailler. Vous arrivez avec votre petit lasso, vous les chopez et hop, vous leur faites faire ce que vous voulez faire parce que vous êtes très fort. Là, qu'est-ce que je veux faire par exemple? J'aimerais bien dire, on voit là, j'ai des points qui sont en Z, qui sont positifs ou négatifs. J'aimerais bien lui dire, si les points de ma géométrie sont du côté Z positif, alors ils vont faire partie d'un groupe. Comment je fais ça? Si, en anglais, if. Si quoi? Si le P, donc l'attribut P qui existe, qui est déclaré ici, on peut le voir, c'est P. Donc je veux l'attraper avec mon lasso il ressemble à un arrobas. Si AP.x est supérieur ou égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mes accolades, je ferme mes accolades, et entre les deux, je vais lui dire ce qu'il doit faire. Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il va me créer un groupe. On a vu que le groupe, c'était un booléen. Un booléen, c'est juste 0 ou 1. C'est aussi un integer, parce que ça n'a pas de virgule. Donc je vais mettre un petit i. I at le groupe underscore. Comment il va s'appeler ce groupe? Je vais l'appeler par exemple sélection. C'est égal à 1. Je mets point virgule et je croise les doigts pour ne pas avoir fait d'erreur. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Il y a maintenant, à ma grid, on peut voir un nouvel attribut qui a été créé. Hop. Le groupe sélection. Et je peux voir que sur les 100 points que j'ai, il y en a 50 qui ont été sélectionnés. Et je me suis créé un groupe dynamique. Et je peux dire après ça, par exemple, je me mets un transform qui va se faire que sur le groupe sélection. Ça va être sur les points. Et disons par exemple, viens me les bouger en Y. Et maintenant, si ma grille, je la bouge dans l'espace, hop, je vais faire un $f x 2 en rotate, comme ça, elle va tourner toute seule. Ouh, ça tourne vite. Cliquons sur le Real Time Toggle. Vous pouvez voir, quand les points se déplacent, leur valeur en Z et en X évolue. Quand cette valeur évolue, la sélection des points dont le P.x inférieur ou égal à 0 évolue. Et donc, les points faisant partie de mon groupe sélection évoluent également. Je peux venir mettre encore plus de points pour que ce soit un petit peu plus smooth. On peut voir que ça fonctionne. On regarde la syntaxe. Si, entre parenthèses, ma condition, dans ce cas-là, p.x inférieur ou égal à une valeur que j'ai rentrée qui est 0, alors, entre les accolades, fait quelque chose. Je peux, si je veux être encore plus malin et que je veux changer cette valeur 0 par une autre valeur de manière un peu plus dynamique, je peux aussi créer un paramètre. Un paramètre, on peut le voir, on l'avait vu dans d'autres leçons, la nomenclature c'est ch pour un channel. J'ouvre la parenthèse et je vais dire ça va être le threshold, donc ça va être ma limite. Hop, je ferme la parenthèse. Et il ne s'est rien passé pour l'instant. Il n'y a pas de bug, c'est bien, mais ce paramètre ne s'est pas créé. Pourtant, je l'ai nommé là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne cliquer sur le petit bouton à droite. Et qu'est-ce qu'il dit? Create spare parameters for each unique call of the ch et les parenthèses. En cliquant sur là-dessus, il va regarder ce que j'ai tapé dans mon code. Et s'il voit que je fais appel à ch quelque chose qui n'existe pas déjà, il va me créer le paramètre. J'appuie sur plus et regardez ça. J'ai mon paramètre qui a été créé maintenant. Je pourrais dire par exemple facilement
Attends, en fait, c'est pas 0. J'aimerais bien que ça sélectionne à partir de 1. On peut voir que ça a bougé l'endroit où ce groupe se fait. Et là, je commence à faire mon malin parce que je me crée des outils. Hop. Si j'en suis content de ça et que je veux m'en rappeler, hop, je peux me créer un preset, save preset, et je vais l'appeler basic group par exemple. Comme ça, si jamais j'ai un trou de mémoire plus tard de quelle est la syntaxe pour créer un groupe, j'ai qu'à venir le chercher dans mes presets. C'est fantastique tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour les groupes, on est content là. On a fait ce qui nous va. On va venir étudier un petit peu plus les attributs en général. Je vais me créer une autre grid que je mets à côté. Et cette grid, ce que j'ai envie de faire, c'est faire un extrude sur chaque face indépendamment. Comment est-ce que je fais ça? Un extrude, on sait que c'est le polyextrude. Par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un extrude avec tous les composants qui sont connectés. Moi, je vais lui dire non, fais des composants individuels. Et si je mets de la distance et un peu d'inset pour mieux le voir, je constate qu'en effet, toutes mes faces ont été extrudées indépendamment. Et elles ont toutes été extrudées d'exactement 0.573 dans ce cas-là. On n'a qu'à dire 3 pour que ce soit un peu plus visible. Elles ont toutes été extrudées exactement de 3. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu une différence. Que certaines faces soient extrudées plus que plus ou moins 3, plus ou moins cette distance. Ce que j'aimerais, c'est avoir un paramètre, un attribut, qui me permet de contrôler de combien seront extrudées chaque face. Et si je regarde dans les paramètres que j'ai en dessous, là, si je vais sur l'onglet Local Control, je vais voir qu'il existe des paramètres différents qui permettent de contrôler ça. Il y a le scale, le distance scale, l'inset scale, le twist scale, le division scale, qui revient faire ces 4 paramètres, distance, inset, twist, division. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un paramètre qui contrôle la distance, le distance scale. Je le coche, et il ne se passe rien. Il ne se passe rien tout simplement parce que sur ma grille, donc ce qu'il fait là, c'est quand je coche ça, c'est que je lui dis, tu vas modifier la valeur de la distance par un paramètre, par un attribut, qui s'appelle zScale. Mais si je regarde sur mes faces, il n'y a rien qui existe. Pour l'instant, les faces, tout ce qu'elles ont, c'est leur numéro. Et ça s'appelle d'ailleurs le primnum. P-R-I-M-N-U-M. Donc il faut que je me crée cet attribut. Comment est-ce qu'on se crée un attribut? Créer attribut, attribut de créer, attribut de create. J'appuie sur tab et je cherche ça. Attribute create. Fantastique. Je le mets là, entre ma grid et mon polyextrude pour que ça soit créé avant. Et là, je vois rien dans mes primitives. Par contre, si je vais sur mes points, je vois que, il y a un nouveau truc qui est apparu, l'attribut 1. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le nom qui est indiqué ici. Moi, je veux pas qu'il s'appelle attribut 1, je veux qu'il s'appelle zScale. Maintenant, ça s'appelle zScale. Et moi, je veux pas que ce soit sur les points, je veux que ce soit sur mes primitives. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux l'indiquer ici. La classe, c'est quoi? C'est sur les points, les vertex, les primitives ou des tailles sur la géométrie en général. Moi, ça va être primitive. Et regardez ce qui se passe tout de suite. Bam! J'ai maintenant un attribut zScale dans mes primitives. Cet attribut, par défaut, il est égal à 0. On peut voir, ça a tout écrasé. Et qu'est-ce qu'il fait, la polyextrude? Maintenant, il a cette information zScale. Il a 0. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient multiplier le zScale par la valeur de la distance, ou plutôt la distance par la valeur du zScale. 3 fois 0, 0, c'est pour ça que tout est plat. Je peux venir augmenter cette valeur dans Value. Hop, j'augmente et on peut voir maintenant que mes points en Y, si je me mets là, j'ai des points qui sont à 1,5 de hauteur. 1,5 c'est quoi?
c'est 50% de 3. C'est 3 fois 0,5. Pourquoi est-ce qu'on a ici value et défaut? Et pourquoi est-ce qu'on a plein de paramètres? C'est que parfois, c'est pas un float qu'on se crée, c'est des vecteurs, des integers, et un vecteur, il peut être composé de plusieurs paramètres. Nous, vu qu'on est sur un float, on s'intéresse qu'au premier. On a mis 0,5, ça nous a mis 0,5 de partout. Mais imaginons que ce 0,5, je ne veux pas le mettre de partout, je veux juste le mettre à une sélection de mes points, à un groupe. Ben, je vais faire ça. Je vais me créer un groupe avant l'attribut create, avec groupe. Et je vais dire que ce groupe, par défaut, je vais l'appeler sélection aussi. Sélection. Et je vais le faire avec un bounding region. Et je vais dire, ça va être, hop, j'appuie sur entrée, je peux le voir. Je vais faire avec une sphère. Et cette sphère, elle va être un petit peu plus grosse, comme ça. Hop, je peux voir, ça vient me sélectionner une face. J'aimerais bien qu'il me sélectionne aussi celles qui sont partiellement incluses. Hop, include partially selected. Et je vais lui dire, attribute create, tu vas créer le zscale à une valeur de 0,5 uniquement pour les primitives qui sont dans mon groupe sélection. Et si je viens voir mon polyextrude, en effet, toutes celles qui font partie de la sélection ont eu la valeur 0,5 qui ont été mises. Mais qu'en est-il des autres faces? Car Houdini ne peut pas créer un attribut uniquement pour certaines faces d'une primitive. Il faut qu'il le crée pour toutes. C'est là que vient la valeur défaut. Il fait OK, tu veux que je mette 0,5 à celles qui font partie du groupe sélection. Qu'en est-il des autres? Combien est-ce que je mets? Par défaut, il nous met 0. C'est là qu'on peut configurer par exemple, OK, dans les autres, je veux que tu me mettes juste 20%, 0,2. Et maintenant, si je fais bouger cette sélection, hop, ça évolue dynamiquement. Cool. Ah, puis je vais dire non, en fait, ça va être 1 et les autres ils vont être 0,2 par exemple. Ça va créer des tours. C'est cool. Grâce à mes paramètres, mon attribut, là, zscale que j'ai créé, je peux commencer à faire au cas par cas, d'une face à une autre. Et on peut voir que maintenant, j'ai deux valeurs différentes qui se mettent bien grâce à mon polyextrude. Et je peux augmenter la valeur complète. Ça évolue sans problème. Je peux venir changer mon nombre de faces. Ça évolue aussi sans souci. Donc on s'est créé un attribut. On s'est créé un attribut qui a exactement la même valeur pour toutes celles sélectionnées et la même valeur pour toutes celles qui ne sont pas sélectionnées. Si j'avais envie de varier un petit peu plus cette valeur, de la rendre un peu plus aléatoire, de la randomiser, si vous me permettez l'anglicisme, je veux I want to randomize my attribute. How do I do that? Je vais chercher attribute à randomize et je vais me mettre après mon attribute create. Wow, il y a un clown qui est passé par là. Qu'est-ce qui se passe sur notre attribute randomize? Par défaut, on va voir, on peut le voir ici, qui va nous créer un attribut qui s'appelle CD. L'attribut CD, c'est l'attribut de couleur. Il vient se faire sur les points. Et cet attribut, il a 3 dimensions, X, Y, Z, ou pour la couleur rouge, vert, bleu, RGB. Et puisqu'il le crée sur les points, si je viens dans mon géométrie spreadsheet sur les points, je peux voir en effet qu'il m'a rajouté mon attribut de couleur, et que, vu que chacune de mes faces est composée de 4 points, pour afficher la couleur des primitives, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la moyenne entre les 4 points pour colorer notre face. Alors, mon attribut zscale, on a vu qu'il avait été créé sur les primitives. Donc si je veux randomiser mon attribut, ça ne va pas être sur les points, ça va être randomiser quelque chose sur les primitives. Hop, en faisant ça, la couleur, elle s'est virée des points et maintenant elle est stockée sur les primitives. Et c'est pour ça que maintenant on a des couleurs uniformes. Sauf que moi là, c'est pas la couleur que je veux varier. Ce que je veux varier, c'est zscale. Et ouh, en effet, ça varie. Dès le début, là, on a un truc aléatoire. On peut voir que par défaut, hop, mon zscale,
il va de 0 à 1. Et il m'a créé l'attribut ici. Mais il vient oublier tout ce qu'on avait fait avant, notre sélection avec l'attribut create et le zscale. L'opération, on peut voir ici, c'est que set value, c'est mis sur set value. Ça veut dire quoi? C'est que, quelle que soit la valeur qui existe ou qui n'existe pas non plus, vous pouvez créer un attribut avec l'attribut randomize. Il va ignorer ce qu'il y a avant et il va mettre sa valeur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il la multiplie sa valeur. Et là, vous pouvez voir qu'on retrouve quand même ma sélection d'origine. Mais donc cette valeur de zscale qui existait déjà. Mais cette valeur-là va être multipliée par ce qu'on définit ici. Et d'ailleurs, juste pour être propre, bien que ça fonctionne bien, notre zscale, c'est juste un float, il n'a qu'une seule dimension. Donc je vais venir le mettre à 0. Je vais le mettre à 1. Houdini, heureusement, il est intelligent, il comprend que il n'a pas besoin d'un vecteur, il a besoin juste d'un float, donc il vient sélectionner le premier. Mais pour être propre, je le mets sur 1. Si je réactive ça, hop, on peut le voir, il a pris ma valeur de zscale d'origine et il la multiplie entre 0 et 1. Si je veux que ce soit entre 0,5 et 1, je n'ai qu'à le taper comme ça. Ça fonctionne. Et il y a plein de manières différentes de distribuer cette valeur. Par défaut, c'est uniforme. Qu'est-ce que ça fait uniforme? C'est que ça veut dire qu'il y a autant de chances que notre primitive ait une valeur de 0,5 qui multiplie le zscale, qui ait une valeur de 1. On peut changer la méthode de distribution. Vous voyez, il y en a plein de différentes. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le ramp. Parce que le ramp, il me permet d'affiner cette distribution. Le ramp, par défaut, il ressort une valeur qui va de 0 à 1. Si je veux, je peux changer ça en cochant les feed values. Et je peux lui dire non, je veux que ça aille de 0,5 à 1. Ce qui fait que si il est à 0, ça va lui donner 0,5. S'il est à 1, ça lui donne 1. Et là, je peux voir mon ramp, il est tout droit. Ça veut dire que quand il est comme ça, bien qu'il y ait un petit peu une courbe à mon ramp, les points, ils ont quasiment autant de chances d'avoir une valeur de 0,1 qu'une valeur de 1. Moi, ce que j'aimerais, c'est que sur 90% de chances, ils aient une petite valeur qui vienne. Par contre, sur 10% de chances, ils vont avoir une grosse valeur, ils vont avoir 1. Je peux faire ça en prenant le point du milieu, et hop, et je l'amène sur le côté, et je fais une petite courbe comme ça. Et on peut voir que ça a fait ça. La majeure partie, ils ont été plutôt écrasés, mais il y a une infime, un tout petit nombre de primitives qui, elles, par contre, ont une valeur de 1, qui monte beaucoup. Si je vais un peu plus de random, je peux venir ajuster, mais vous voyez, l'avantage du ramp, c'est qu'on a beaucoup de contrôle. Et ce ramp, donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Grosso modo, il vient donner une valeur aléatoire à chaque face qui va entre 0 et 1, et à partir de cette valeur aléatoire, il va faire, bien tiens, cette face-là, elle a une valeur de 0,5, ok, 0,5, si je le lis par rapport au graphe, ça va me donner une valeur de 0 à peu près. Et hop, c'est ça qui me donne, et ainsi de suite. Cette valeur aléatoire, sous option, vous pouvez la changer, vous voyez, vous avez le paramètre global seed, il utilise ce chiffre-là pour donner la valeur aléatoire. Si je modifie la seed, ça vient modifier mon résultat. Et avec ça, je peux tester différents trucs jusqu'à ce que j'en trouve un qui me plaise plus que d'autres. Hop, on va dire celui-là. Oh, je suis content. C'est joli. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pourrais... Donc on a vu, on peut créer un attribut, on peut le randomiser. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le lisser. Là, je vois que j'ai vraiment une grosse différence entre mes petits et mes gros. D'un seul coup, paf, ça monte. Imaginons que j'aimerais que ça soit un peu plus lisse, la transition. Comment je peux faire ça? Je pourrais flouter mon attribut, ou en anglais, je pourrais le blurrer. Le faire un attribut blur. Je le mets après mon attribut randomize. Par défaut, il ne change pas grand chose parce qu'il est réglé sur P. Non, moi je veux que tu me changes zscale. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas.
car je pense que l'attribut blur se fait sur les points et pas sur les primitives. C'est les aléas du direct. On verra ça dans un autre cas. Oubliez que je viens de montrer ça, je vais vous montrer autre chose pour me rattraper. Imaginons que notre attribut, hop, imaginons que mon attribut, j'aimerais bien qu'il évolue dans le temps, mon zscale, qu'il change au fur et à mesure. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Donc là, on a vu un premier cas où je crée le zscale et je lui mets un randomize. Moi, j'aimerais que cette valeur randomize, elle évolue dans le temps. Et mon attribut de randomize, il ne me propose pas de faire ça. Je pourrais faire évoluer le seed au fur et à mesure. Ça donne l'impression que ça évolue dans le temps, mais vous voyez que ça change vraiment violemment de l'un à l'autre. Parce que à chaque fois que je change le seed, ça change complètement la distribution de mon attribut. Pour donc avoir un attribut noise, un noise dans mon attribut qui évolue au fur et à mesure, il va falloir que j'utilise l'attribut noise que je crée. C'est un autre paramètre, un autre node, pardon. Et lui, hop, je le connecte ici. Par défaut, on peut voir qu'il se met sur les points. D'ailleurs, il ne peut être fait que sur les points. Et il se fait sur la couleur. Et il a cette option qui est pas mal, qui est Animated. Si je cloche ça et que j'appuie sur Play, on peut le voir, en effet, la couleur évolue au fur et à mesure de ma timeline. Seulement moi, c'est pas la couleur que je vais faire évoluer, c'est le paramètre zscale. Donc non, c'est pas cd, c'est zscale. Et là je vois plus rien, parce que autant Houdini il est intelligent, il sait que la couleur c'est la couleur, il nous l'affiche directement. Pour les autres attributs, il va falloir lui demander poliment. Comment je fais ça? Je vais sur mon node, j'appuie sur I, et je vais lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'afficher le paramètre zscale que je viens de créer sur mes points? Oui monsieur. Il le fait, et j'ai ça de toutes les couleurs. J'ai plein de couleurs différentes, pourtant moi j'ai pas envie de ça. Zscale, je peux voir là qu'il me l'a créé en X, Y, Z. Moi je veux juste avoir un float. Je peux venir changer la signature de mon attribut noise et lui dire non, fais-toi uniquement sur une dimension. Et là, j'ai un truc un peu plus uni. Rouge, c'est 1, c'est proche de 1, 0, c'est proche de 0. D'ailleurs, si je regarde mon attribut, en effet, ça va proche de 1, proche de 0, mais c'est quand même à une certaine distance. Pour avoir un truc encore plus proche de 1 ou proche de 0, ou dans mon cas, j'avais dit que je voulais faire un truc qui évoluait entre 0,5 et 1, je peux remapper mon noise et lui dire, non, tu vas te faire entre 0,5 et 1. Et maintenant, on a le cas, on a des trucs qui sont très proches de 1, et des choses qui sont très proches de 0,5. Et qu'est-ce que je peux changer d'autre ici? Je trouve que ce noise, il évolue trop vite. Son bit, son rythme est trop élevé. La duration de son pulse est trop petite. Si je viens augmenter le pulse duration, mon noise maintenant évolue beaucoup plus doucement. Et j'aimerais qu'il soit un peu plus uni. On voit qu'on a des taches bleues dans le rouge et des taches rouges dans le bleu. J'aimerais qu'il soit un peu plus doux. L'attribut, je peux venir sous fractal réduire sa roughness. Fractal, il se rajoute à mon noise de base et il vient rajouter des détails en plus. Moi, je veux pas ça, je vais le mettre à 0. Ça fait pas une grande différence ici parce qu'on n'a pas énormément de résolution. Mais s'il y avait plus de résolution, hop, sous ma grille, s'il y avait énormément plus de résolution, ça serait plus visible. Regardez là, il n'y a pas de roughness. Là, il y a plein de roughness et on comprend plus rien. Hop, je vais modifier ça, c'était pas ça que je voulais modifier. Et je remets 10 par 10 points. Hop. Bon, j'ai donc bien un attribut zscale qui est sur mes points. J'ai un attribut zscale qui est sur mes primitives, mais pour l'instant, il ne s'additionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un attribut promote pour transférer le zscale de l'un à l'autre. Hop, je le mets là.
Qu'est-ce que c'est? Ça part des points, c'est zscale, et ça va sur la primitive. Et comment est-ce que tu vas te faire? Tu vas faire la somme, je pense. Est-ce que ça va marcher? On va essayer. Somme, et je connecte ça à mon polyextrude. Et on peut voir maintenant qu'en effet, ça évolue dans le temps. Mais en faisant comme ça, par contre, là aussi, j'ai transféré donc mon zscale, on voit qu'il est plus sur mes points, qu'il est de retour sur mes primitives. Mais ce faisant, j'ai perdu la valeur zscale d'origine. Il me l'a supprimé, il me l'a remplacé par ça. Et je pensais que dans l'attribut de promote, j'allais pouvoir lui dire multiplie par l'attribut qui existe déjà, en mettant somme. En fait, non, c'est pas ça. Je vais donc faire ça différemment. Je vais lui dire tu vas me créer un noise. C'est ce qu'on faisait là, mais tu vas pas l'appeler zscale, tu vas l'appeler noise, par exemple. Hop. Alors, montre-moi le noise. Là, il me montre le zscale de primitive-tribute. Montre-moi mon noise. Et ce noise là, pour l'instant, il est sur les points. Moi, ce que je veux, c'est que tu me le passes sur les primitives. Noise. Maintenant, il est sur les primitives et on peut voir qu'il évolue bien. Et ce que je veux maintenant, c'est que je veux faire ce que faisait mon attribut de randomize tout seul, en multipliant le zscale par le noise que je créais. Simplement, là, je vais le faire différemment. Je vais utiliser un primitive wrangle. On avait fait avec un point wrangle tout à l'heure, puisqu'on travaillait sur les points. Or là, on travaille sur les primitives. Donc c'est un primitive wrangle. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce primitive wrangle? Hop, regardons les attributs de ma primitive. J'ai un zscale, j'ai un noise. Je vais lui dire l'attribut qui existe, qui s'appelle zscale, add zscale. Tu vas me le multiplier par un autre attribut. Multiply égale, donc multiplie toi-même par ce qui va venir après le égal, et c'est quoi? Ça va être mon @noise, point virgule, et paf, mon zscale a changé, et si je l'affiche ici, je peux voir que sa valeur évolue, tout en gardant la sélection que j'avais fait avec mon groupe. Si je me mets sur mon polyextrude, on le voit bien, ça évolue comme il faut. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme attribut? On a vu qu'on pouvait se créer des floats. On a vu avec la couleur qu'on pouvait créer des vecteurs. Et d'ailleurs, c'est les vecteurs là qui vont nous intéresser. On va découvrir un attribut qui va être l'un de vos meilleurs amis, c'est l'attribut normal. Je vais me créer une sphère. Et cette sphère, je vais dire que c'est des polygones, comme ça j'ai plein de points. Par défaut, on peut voir que mes points, tout ce qu'ils ont, c'est une position. Mais si là, sur le côté, je viens cliquer sur ma petite olive sur le cure-dent, je peux montrer les normales de mes points. Et qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche plusieurs petites tiges vertes. Là, les normales qu'il me montre, c'est pas des normales de points, c'est la direction de mes vertex. Houdini, bien que nos points ils sont partagés par plusieurs primitives. On a ici par exemple le point 28 qui est utilisé par le 59, le 56, le 36, le 39, le 38, le 57. Et les vertex, on peut voir en fait, il y en a une par face, c'est pour ça qu'il y en a plein. Si on était sur un cube, il y en aurait moins. Il fait ok, ce point par rapport aux autres points qui créent ma primitive, ça me permet de créer ce vertex là. Et c'est pour ça qu'il y en a un différent suivant les faces. Moi, je ne veux pas travailler avec les vertex, parce que pour moi les vertex, c'est pour ceux qui font des textures, et moi je fais pas des textures, moi je fais n'importe quoi. Je veux avoir une information de direction, donc c'est bien, là on voit le vertex, ça me permet de pointer la direction qui est perpendiculaire à ma primitive.
J'aimerais bien avoir cette information sur mes points. Comment je fais ça? En créant une normale sur mes points. Ici, j'appuie sur Tab et que je cherche normale, je vois qu'il y a un node qui fait ça. Shift entrée, ça se met après ma sélection. Et moi, j'ai déjà un peu modifié ce paramètre par défaut pour qu'il me mette directement des normales sur mes points. Par défaut, il le fait sur les vertex, mais bon, on en avait déjà, ça sert à rien. Et on peut voir le point, comment est-ce qu'il met la normale en bleu qui apparaît maintenant, il ne m'affiche plus les vertex. Il va le faire par l'angle des vertex, donc il récupère cette information qu'il avait sur les vertex et ça lui permet de donner l'information de direction, une information de direction à mes points. Et à quoi ça me sert ça d'avoir d'un côté sur mes points un attribut vectoriel de position et un attribut vectoriel de direction? Ça me permet de copier d'autres géométries sur ces points et de les aligner avec cette normale. Pour vous montrer ça, je vais me créer une ligne, line, et cette ligne par défaut, par défaut, elle pointe en Y. Moi, ce que je vais vouloir, c'est qu'elle pointe en Z. Parce que le Z positif, pour Houdini, c'est l'avant. C'est dans cette direction que ça va. Et si je copie donc cette line que je viens de créer, je vais la copier cette ligne sur chaque point de ma sphère. Je veux copier sur des points, copy to point. Hop. Il râle parce qu'il est connecté à rien et je peux voir qu'il a deux entrées. À gauche, il demande la géométrie qu'il doit copier et à droite, les points sur lesquels il doit la copier. Donc hop, je lui mets à gauche, je veux que tu me copies cette ligne et où est-ce que je veux que tu me la copies? Je veux que tu me la copies sur ces points. Si j'affiche la vue sur le copy to point, paf, j'ai bien mes lignes qui ont été copiées à l'emplacement de chacun de mes points et qui ont été bien copiées en direction, dans la même direction que ma normale. Si je veux pas qu'il fasse ça, je peux décocher, on voit dans les paramètres du copy to point, transform using target point orientation. Si je décoche ça, non, il vient me les copier dans la même direction que ma géométrie d'origine. Non, moi je veux que tu utilises les informations des points pour pouvoir t'orienter. Et on peut voir que en faisant ça, bon là j'ai la vue template sur ma normale, mais si je retire ça, j'ai plus ma sphère. J'ai plus ces points de cette sphère. Ou les primitives. Parce que le copy to point, lui, ce qui est branché à gauche, à droite, pardon, il l'utilise uniquement comme information de position. Et une fois qu'il a utilisé la position de la sphère avec la position des points de la sphère avec ses normales, il ne garde pas ça en information, il ne me donne que la géométrie connectée à gauche, copiée sur ces points. Si je veux récupérer ma sphère avec mes lignes, mes nouvelles lignes, je n'ai qu'à me créer un merge entre le copy to point et ma sphère. Et si je mets la vue là-dessus, et bien là, j'ai bien mes lignes et j'ai bien ma géométrie. Voilà à quoi ça peut nous servir les normales, c'est bien utile. Mais puisque ça, c'est un peu trop uniforme, je vais découvrir un autre attribut qui nous sert bien, qui s'appelle le p-scale. P-scale pour point scale, qui est une information, un attribut float, qu'on peut stocker sur les points pour donner une idée de la taille de ce point. Par défaut, le point, il est infiniment petit, c'est un atome, il n'a pas de taille. Mais puisqu'on est en 3D et qu'on peut faire ce qu'on veut, nous, on peut venir mettre cette information de taille sur ce point. Comment je vais faire ça? Je vais utiliser notre ami l'attribut noise, que je vais mettre avant ma normale. Et par défaut, on peut voir que c'est couleur. Et si je regarde le résultat à la fin, on peut voir sur mes lignes qu'il a transféré l'attribut noise, il a vu qu'il y avait de la couleur, et il l'a copié sur ma géométrie.
Houdini, il est intelligent. Il y a certains trucs qu'il comprend tout seul. Sauf que moi, c'est pas la couleur là que je veux randomiser. Ouh, je suis allé trop loin. Moi, je veux que ce soit un attribut que je vais appeler pscale. Et cet attribut, ça va être juste un float, ça va pas être un vecteur, donc je vais le mettre en 1D. Mais déjà en 3D, il reconnaissait, il arrivait à le faire fonctionner comme il faut. Et on peut voir maintenant que on a un attribut sur les points qui s'appelle pscale, qui change, et on peut voir que ma ligne, elle n'a plus la même taille d'un point à l'autre. Pourquoi? Parce que le copy to point, quand il se met à copier cette ligne sur le point, il voit qu'il y a le pscale, et ce qu'il fait, c'est qu'il va changer l'échelle de mon objet par rapport à cette valeur. Il y a un pscale de 0,3, ça veut dire que la ligne va faire 30% de sa taille initiale. La ligne ou d'autres objets. Hop, ce pscale, je vais lui dire, non, il va changer de taille entre 0,5 et 1, une fois encore. Et je vais cocher animer, comme ça, avec le temps, ça bouge. Cool ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour finir cette leçon? Disons que maintenant que j'ai copié ces petites lignes, j'aimerais bien aussi qu'elles ne soient pas toutes exactement à 90 degrés. On peut le voir là, c'est le cas. Bah, on a vu qu'on pouvait, à partir d'un attribut, créer, venir le randomiser ou mettre du noise dedans. Bah ça, je peux le faire aussi avec ma normale. La normale là, que j'ai sur mes points. Et si je venais un peu foutre le bordel là-dedans? Avec quoi? Avec de nouveau notre attribut noise. Je le mets après la normale. Je vais lui dire non une fois encore, c'est pas la couleur que je veux que tu changes. Je veux que tu me changes la normale. N. Et si j'affiche l'attribut noise, on peut voir que wow, d'un seul coup, elles vont toutes dans une direction. Elles sont toutes à pointer plus ou moins en Z positif, en X positif et en Y positif. Du moins, elles essayent d'aller vers là, parce qu'elles ont quand même leur valeur d'origine. On est en mode additif. Pourquoi? Parce que par défaut, on peut voir que l'amplitude, en fait, ça va juste de 0 à 1. Et donc, 0 à 1, ça ne nous fait que cette direction-là. Ce coin-là, et vers le haut ici. Moi, je veux que ça aille de -1 à 1, que ça aille dans tous les sens. Je peux remapper ce noise. Maintenant, on peut voir qu'en effet, wow, ça part dans tous les sens. Mais ça part tellement dans tous les sens qu'on voit même plus trop notre normale d'origine. On perd cette information. J'aimerais bien quand même qu'il reste plus ou moins aligné, mais qu'il y ait un petit peu de différence. Donc au lieu de rajouter -1, 1, je vais lui dire rajoute-moi entre -0,2 et 0,2. Ça va être subtil. Mais on peut voir maintenant qu'elles sont plus tout à fait alignées. Si je remets la vue en bas, il y a un petit peu de différence. Et ce noise, une fois encore, si on veut, on peut l'animer. Je vais l'animer de manière un peu plus lente en changeant le pulse duration. Et si j'appuie sur play, on commence à avoir une sorte d'ourson qui bouge, c'est piquant. Je vais réduire aussi le pulse dans mon attribut noise, je trouve que ça change trop vite. Pour le pscale, hop, il faut que j'arrête pour pouvoir le changer. Je vais lui mettre 6. Hop. Ah, là c'est plus subtil, mais bien sympa. Ok, mais bon, j'aimerais pas que quelqu'un se pique avec tous ces petites aiguilles qui sortent de ma bobine. J'aimerais bien rajouter une petite sphère au bout de chaque tige pour me protéger. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh ben, je peux me créer une sphère. Alors, je sais que la sphère par défaut, là, qu'on a déjà, elle, ici, son uniform scale, il fait 1. Donc, la sphère que je vais vouloir copier sur mes tiges, si elle fait 1, on va plus rien voir. Je vais directement changer donc sur ma sphère 2 l'uniform scale et la mettre à 10% de cette taille-là ou à 0,1. Je vais me créer un deuxième copy to point. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir copier sur toutes ces lignes-là, je vais vouloir copier la sphère. Hop, sur toutes ces lignes, sur les points qui composent cette ligne. Et si je fais ça et que je rajoute à mon merge, je peux voir que oui, ça a bien marché. Il m'a bien rajouté une sphère au bout de chacune de mes lignes, mais il me l'a aussi rajouté à la base. Ah bah flûte alors. Si seulement il y avait un moyen
de lui dire que les points du bout de la ligne, ils font pas partie du même groupe que les points de la base. Oh, c'est fantastique, il y a un moyen, on vient de le voir, on est très fort. C'est la fonction groupe. Je vais créer un groupe sur ma ligne d'origine, que je vais appeler type, pour la pointe. Ce groupe, il va se faire juste sur les points. Et il va se faire sur quel point? Par défaut, c'est facile, on n'a que 2 points. 0, c'est la base, 1, c'est le bout. Donc je vais dire, mais juste sur le point qui est au bout. Donc là, on a 2 points, le groupe type n'en inclut qu'un seul. Sauf que cette ligne, on va la copier sur tous les points de ma sphère. Et maintenant, on peut voir que ma sphère, enfin ces lignes sur ma sphère, elles sont composées de 84 points. Et le groupe type, il en a que 42. On a dû faire un truc correct. Il ne me reste plus que sous mon nouveau copy to point. On a vu ici, il y a des options. Source group, target point. Je vais lui dire, tu sais quoi, les target points, tu vas te mettre, tu vas pas copier sur tous les points des lignes, tu vas ne copier que sur les points qui sont inclus dans le groupe type. Et en effet, maintenant, j'ai des sphères qui n'ont été posées que sur le bout de mes lignes. Je vais mettre un dernier attribut de randomize entre mes deux copy to point pour changer leur couleur. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe. Et là-dessus, je vais finir la leçon d'aujourd'hui. On a vu ensemble comment se créer des groupes, qui sont une forme assez basique d'attributs, puis créer d'autres types d'attributs, tels que le Z-scale pour changer l'extrude sur nos primitives, le P-scale pour changer la taille des objets qu'on colle, qu'on copie, le N qui est un vecteur qui nous permet de définir une direction sur nos points pour faire plein de choses fantastiques avec. Et enfin, on a vu qu'on pouvait aussi faire évoluer les attributs qu'on crée avec des attributs noise ou des attributs randomize. Voilà pour aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai fait la vidéo avec la partie gauche qui manque un peu. Je suis désolé. J'essaierai de faire gaffe à ça la prochaine fois. Passez de bonnes vacances, profitez bien de votre confinement qui va arriver, ou si vous n'en avez pas, bravo. Moi, je vous dis au revoir, et je vous dis à la leçon prochaine. Salut tout le monde!